Donc bienvenue dans ce cours d'intelligence artificielle développementale. C'est un truc assez nouveau. On n'entendait pas beaucoup parler d'intelligence artificielle développementale, donc j'espère que ça va vous plaire. Donc je reviens à la page d'accueil. Donc moi je me présente, je suis Olivier Georgeon. C'est mon email et c'est mon site web. Alors les slides là vous pouvez les trouver sur le site web. Alors donc initiation à l'intelligence artificielle développementale. Alors j'ai illustré avec cette petite image là qui est un animal étrange, un animal qui renvoie à la fois à l'idée que c'est un animal archaïque, donc ça rend compte de l'évolution de l'intelligence au fil de l'évolution des espèces. Vous voyez, on va essayer de s'intéresser à des principes d'intelligence de base qu'on pourrait imaginer un peu originels dans l'évolution de l'intelligence, à la fois au fil des espèces, donc l'évolution phylogénétique, et à la fois ontogénétique, c'est-à-dire au niveau de chaque individu, c'est-à-dire comment un individu qui naît, son intelligence peut se développer à partir de sa naissance. Donc j'essaie de capturer ces deux idées, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à des principes de base de l'intelligence, avec l'idée qu'on voudra évoluer vers des niveaux d'intelligence plus élaborés, en y allant progressivement. Alors c'est un vieux rêve de l'intelligence artificielle, donc je peux citer Alan Turing, que vous connaissez tous, qui est considéré comme un des fondateurs de l'intelligence artificielle. Donc déjà en 1950, il disait ceci, donc je vous laisse lire en anglais, je vous fais grâce de mon accent. Donc au lieu d'essayer de programmer un système qui aurait l'intelligence d'un adulte, on pourrait essayer de programmer un système qui aurait l'intelligence d'un enfant. Et comme ça, si on l'éduquait de manière appropriée, eh bien, on pourrait obtenir l'intelligence d'un adulte. Et on peut espérer, alors ça c'est une hypothèse qu'il avait formulée à l'époque, on peut espérer que dans ces principes d'intelligence de base, ce soit des choses relativement simples, une page vide, et que simplement en mettant en place des mécanismes relativement simples, eh ben, on pourrait déclencher le développement d'une intelligence qui progressivement deviendrait plus élaborée. Donc en fait, on pourrait imaginer qu'on arrive à trouver cette clé, ces principes simples, et qu'après, le problème ne serait plus un problème de programmation, mais un problème d'éducation. En fait, il faudrait interagir avec ce système Alors c'est un rêve qui avait été formulé donc, dès l'origine de l'intelligence artificielle, mais qui a jamais abouti. Déjà à cette époque-là, ils pensaient, ils anticipaient qu'en l'an 2000 on aurait résolu ce problème, mais on n'a toujours pas résolu ce problème. Non seulement on n'a pas résolu ce problème, mais on a très peu d'idées sur comment parvenir à le résoudre. Mais on y travaille. Alors moi je vais présenter simplement comment on y travaille et par quel bout on prend ce problème. Et qu'est-ce qu'on arrive à faire? Alors qu'est-ce qu'on arrive à faire spécifiquement ici? Moi je travaille typiquement sur un projet d'intelligence artificielle développementale. C'est assez unique dans le monde, ce qu'on fait. D'ailleurs, on va essayer d'enregistrer ce cours parce qu'il y a d'autres personnes qui sont intéressées de l'écouter. Donc c'est quelque chose d'assez spécifique. Donc j'espère que ça vous intéressera. Alors déjà, on peut se poser une première question. C'est déjà, est-ce que même on pense que c'est possible, cette entreprise? Parce qu'évidemment, ça touche... On ne peut pas nier le fait que ça touche le problème de la conscience, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait, si on veut un système qui puisse se développer depuis zéro, eh ben, ça veut dire qu'il faut qu'il ait ses propres motivations, qu'il se construise par lui-même, et donc en fait, que ce soit un système conscient. Donc en fait, ça nous amène à une question qui est pratiquement philosophique, qui est est-ce que même on peut imaginer que c'est possible de créer un système artificiel conscient? Et là, on n'a pas de réponse scientifique officielle à l'heure actuelle. Même la communauté scientifique diverge, il n'y a pas de consensus. Moi, en tant qu'enseignant ici, je ne peux pas vous apporter la parole de la communauté scientifique qui dirait oui, on pense qu'on peut, non, on pense qu'on ne peut pas. En fait, les idées divergent. Alors juste par curiosité, donc en fait, chacun peut avoir sa propre opinion. Juste par curiosité, j'aimerais faire un petit sondage. Qui pense que ce serait possible, qui pense qu'un jour on arrivera à faire un système artificiel conscient? Alors il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse et je ne juge pas, parce que comme je vous dis, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Donc on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc 8 sur 18, un peu moins de la moitié. Qui pense que c'est pas possible? Qui dit non? 1, 2, 3, 4, 5,
D'accord, ce qui est un peu moins que donc j'en déduis que c'est 8 personnes donc, qui se positionnent en disant moi j'en sais rien, je revendique ça dépend ça. Donc 1, 2, oula, j'ai deux doubles réponses là. 1, 2, il y en a qui ne veulent même pas se positionner en disant ok. Alors il faut évidemment donc moi je ne vais pas répondre à cette question, je vais simplement essayer de présenter finalement comment on arrive à mettre le doigt sur le problème, au moins essayer de mieux formuler ce problème, comment essayer de l'attaquer. Alors, juste pour clarifier un peu, qui veut donner des arguments contre, que vous ayez voté oui ou non, à votre avis, c'est quoi les arguments contre? C'est impossible de programmer la conscience dans un programme, donner vie à un programme ouais, mais pourquoi c'est impossible? Mais parce qu'en fait, il y a aussi le fait que dans le cerveau, il n'y a pas que des interactions électroniques, il y a aussi des interactions chimiques, qui ne sont pas forcément les biens. Ce sera peut-être impossible à modéliser de façon efficace. D'accord. Ouais, c'est un argument qu'on peut donner. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, la chimie, c'est pas de la computation, en fait, c'est pas du calcul, et donc on ne pourrait pas reproduire ça dans un ordinateur. Je crois que tu as voté oui, c'est très ça. Mais donc d'accord, ouais, d'autres arguments Tout simplement qu'on n'aura jamais la technologie suffisante pour approcher des processus, ce genre de processus, tout simplement. C'est-à-dire c'est trop complexe. C'est ça, trop complexe. Il y a trop de complexité. Genre, il y a 10 puissance 14 neurones dans le cerveau, on n'arrivera jamais à comprendre. C'est une question de complexité et qu'on n'arrivera jamais à parler ou... Ouais, c'est des arguments tout à fait valides. Alors on peut dire, je dirais, il y a un argument de base qui serait de dire, il y a une substance, c'est-à-dire il faut une âme quelque part. Il faudrait que Dieu nous fournisse une âme. C'est-à-dire il y a quelque chose de non matériel dans l'esprit. On appelle ça le mysticisme. Pardon ? Le mysticisme. Voilà, oui, théorie spiritualiste. C'est l'idée qu'il y aurait une notion d'esprit qui serait non matérielle, qui serait nécessaire pour avoir un système conscient, et donc on ne pourrait pas le faire parce qu'on n'aurait pas accès à... Juste avec un ordinateur, on n'aurait que de la matière, on ne pourrait pas avoir ça. C'est le premier argument le plus courant. Après, il y a d'autres arguments qui sont plus scientifiques, enfin, qui sont plus élaborés. C'est les théories d'ouverture causale de la réalité physique. C'est un argument que vous avez peut-être entendu parler, c'est de dire que, c'est notamment lié à la physique quantique, c'est de dire, il y a dans l'indétermination quantique, c'est-à-dire sachant qu'on ne peut pas prévoir quand on fait une expérimentation quantique, quel sera le résultat. Il y a peut-être une cause du résultat. Nous, on pense qu'elle est aléatoire, disons. Il y a une part d'aléatoire dans le résultat, donc dans les processus. On peut imaginer qu'il y aurait une cause qui serait en dehors du monde physique. Et on entend ces théories, qu'il y aurait une cause en dehors du monde physique qui conditionnerait l'indétermination quantique, c'est-à-dire ce que nous on n'arrive pas à déterminer dans le monde physique, et qui serait à l'origine de la conscience. Bon, c'est des théories qui existent. Et puis il y a la théorie toute bête que vous avez dite, c'est théoriquement possible, c'est-à-dire il n'y a pas d'indétermination, c'est pas lié à un autre univers, c'est pas lié à la présence d'une âme qui devrait nous être fournie par Dieu, etc. Mais c'est juste trop compliqué, quoi. C'est-à-dire que c'est bien juste un problème d'organisation de la matière, mais tellement compliqué qu'on n'y arrivera jamais. Alors, les arguments pour dire oui, alors il y en a plein d'autres, C'est-à-dire on peut se dire tout simplement qu'on ne voit pas bien comment on pourrait représenter des émotions, la motivation propre dans un système, parce qu'évidemment on sent bien que dans la conscience il y a l'idée de ressentir quelque chose, on ne voit pas bien comment ça peut se programmer. On ne sait juste pas par quel bout de concept. Alors le oui, il y a l'idée que c'est en gros l'idée que la conscience c'est juste à partir de la matière. C'est une idée qui est ancienne, qui date des Lumières, en fait, de l'époque des Lumières. En France, il y a qui est souvent associé à ça, qui s'appelle Julien Auffray de la Métrie, qui a vécu de 1709 à 1751, donc c'est pendant les Lumières, qui disait, en fait c'est au moment où on s'est dit qu'il n'y a pas forcément une âme dans la conscience, mais que juste la matière, juste parce qu'on a des neurones suffisamment bien organisés, on a un cerveau, juste ça suffit pour penser. Donc c'est une idée
quand même ancré hein, dans le monde occidental. Ça fait 311 ans que ça a été formulé. C'est important quand même de le noter. Et puis, donc, beaucoup plus récemment, il y a l'idée que la conscience serait de comprendre la conscience comme un processus computationnel. Alors, il y a, si vous voulez réfléchir plus là-dessus, je vous recommande les papiers de David Chalmers, qui reprend tous ces arguments et qui les démontre plus ou moins en disant bon, moi, j'argumente sur le fait que c'est possible simplement parce que la conscience, c'est une computation. Mais une computation au sens très large, hein, c'est-à-dire au sens où des neurones réalisent un calcul, réalisent une computation. Et la conscience, c'est juste ça. Et donc, c'est indépendant du support. C'est-à-dire que si on arrive à faire une computation à peu près équivalente dans le silicium à la computation qui est réalisée dans les neurones, eh ben, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, puisque c'est indépendant du support. C'est juste le processus de computation qui constitue la conscience. Voilà, alors, on verra si à la fin du cours, il y en a qui ont changé d'opinion. Alors, bon, comment ça va? Ça, c'était une petite introduction. Comment ça va se présenter? Alors, je vais vous faire des démonstrations d'agents qu'on a réussi à développer, puis vous me direz ce que vous en pensez. Normalement, ça devrait vous intriguer, j'espère. On verra ça. Et puis après, je vais vous présenter des outils théoriques. Donc, comment penser ce problème? Par quel bout prendre ce problème de faire un système qui se construit lui-même, une intelligence qui va se développer elle-même. Et je vais arriver à la conclusion qu'un des concepts clés, c'est le concept d'autoprogrammation. C'est-à-dire comment faire un système qui se programme lui-même. C'est assez évident quand on y réfléchit. C'est-à-dire, ce qu'on ne veut pas, c'est faire, par exemple, si on imagine un robot, les robots qu'on a à l'heure actuelle, ils savent exécuter que des programmes qu'on leur a mis dedans, ils ne savent pas exécuter des nouveaux comportements qui n'auraient pas été programmés. Et ce qu'on voudrait, c'est qu'en partant du même programme de base, quand on met le même programme dans deux robots, en fonction de leur expérience individuelle, ils développent des comportements qui leur sont propres, c'est-à-dire que comme s'ils apprenaient leur propre programme. Donc ce concept d'autoprogrammation, comment faire un système qui se programme lui-même, c'est un concept clé. Donc l'autoprogrammation, ça veut dire en fait que les données qui sont apprises, ça ne va pas juste être des paramètres, des pondérations, des valeurs, ça va être des données exécutables. C'est-à-dire comment faire un système qui va acquérir des données exécutables qui vont faire que donc on pourra dire qu'il se programme lui-même. Et alors ça pose énormément de questions. Évidemment, quand je dis un système qui se programme lui-même, il ne va pas se programmer pour devenir Microsoft Word. On ne voit pas bien par quel miracle se programmer tout seul pour devenir un système. Donc c'est un autre niveau d'autoprogrammation. C'est-à-dire ça pose la question, finalement, quelle serait sa volonté, sa motivation à lui de se programmer d'une façon ou d'une autre. Dans quel langage il se programmerait? Il ne va pas non plus probablement se programmer en Java, ou dans n'importe quel langage d'informatique qu'on connaît, c'est probablement un autre niveau. Et puis quel est le moteur d'exécution qui sera capable de réexécuter ce programme, etc. Donc c'est tout ça qui... La question de l'autoprogrammation, ça ne devrait pas justement passer par des langages interprétés, type Python ou équivalent? Justement, ça pourrait simplifier... C'est complètement ouvert. Parce que justement, Java ou C++, par exemple, sont des langages qui sont compilés. Il y avait des problèmes de retour, de compilation. C'est une bonne question. Ouais. Oui, c'est-à-dire que en plus, on ne voit pas bien comment on pourrait non seulement se programmer nous-mêmes, c'est dur, mais en plus se compiler soi-même, c'est encore plus dur. Mais oui, donc effectivement, on peut penser, ça supposerait qu'on ait un interpréteur déjà, en fait, à un certain niveau, que l'interpréteur soit préexistant. En même temps, pour discuter un langage interprété, on est obligé d'avoir un interpréteur qui va avec justement réutiliser l'interpréteur pour interpréter un bureau de Java. Je ne sais pas si tu veux. Ouais, Mais il va le réimplémenter Donc, voilà, je note l'idée. Donc, en fait, toute la séance, ça va essayer d'un peu de décortiquer ces questions et de l'expliquer. Et donc, la deuxième partie, puisqu'on voit la 2h30, la deuxième partie, ça va être de commencer, parce que donc on a des réponses à ça, comment faire un système qui va commencer à se programmer soi-même, et on va commencer un travaux dirigé sur développer votre propre agent capable de se programmer lui-même. Ça va être vraiment le BA. Alors je vais commencer par une petite démo pour vous montrer ce qu'on fait. Alors en fait, on se dit, si on imagine un bébé qui vient de naître, et qui essaie d'apprendre à partir de rien. C'est-à-dire, à partir, c'est-à-dire, il a des sens, il a des muscles, il peut donc bouger, interagir avec le monde.
Il n'a aucune connaissance a priori du monde. Donc il fait des gestes aléatoires. Et quand il fait des gestes, il y a un retour maintenant qui peut se produire. Donc on essaie d'extraire un peu l'idée de base par une expérimentation assez simple, qui est de dire, imaginons que ce bébé a ces 6 possibilités d'expérimenter sur le monde. Il n'a absolument aucune idée de ce que ça veut dire. C'est-à-dire, à l'instant T, il peut dire, je choisis celle-là, je choisis celle-là, je choisis celle-là. Une parmi les 6. Et puis, imaginons qu'à chacune, il y a un résultat, ou même possible, parmi un maximum, parmi un bit, quoi. Donc, imaginons qu'il y ait 2 résultats possibles. Donc, il fait celle-là, il récupère 0 ou 1. Il fait celle-là, tiens, il récupère toujours 0. Il fait celle-là, il récupère 0 ou 1, selon les cas. Mais ça ne veut pas forcément dire, dans le même état du monde, c'est-à-dire le 1 qui récupère là, dans un état du monde donné, s'il fait celle-là, il peut peut-être récupérer 0. Et puis, s'il fait une autre expérimentation, il va récupérer 1. C'est-à-dire que ce retour ne nous donne pas une information sur l'état du monde lui-même, c'est juste un retour sur l'expérience que fait l'agent, l'enfant. Donc on imagine un système qui va juste babiller comme ça. On ne va pas faire un système qui réfléchisse, qui est une stratégie. On pourrait se dire, tiens, on va faire une stratégie, essayer tous les trucs à part, etc. On veut juste faire un truc qui, au départ, va les prendre aléatoirement. Puis il va repérer qu'il y a des régularités. C'est-à-dire que souvent, quand il fait, alors un exemple de régularité typique, on va dire, alors on va organiser ça, on va raisonner sur des interactions. C'est-à-dire, on va dire, s'il veut faire ça et qu'il obtient 0, en fait, il aura fait l'interaction I1. Et s'il veut faire ça et qu'il obtient 1, il aura fait l'interaction I2. Donc c'est l'action et le résultat. S'il veut faire ça, il aura fait l'interaction I3. En fait, dans l'expérimentation que je vais vous montrer, ça se traduit toujours par le même truc. Donc en fait, s'il fait ça, il ne reçoit aucune information. En fait. Et ça peut changer le monde en même temps. Il fait ça, mais ça peut changer quelque chose qui fait que derrière, les choses peuvent se faire. Donc s'il fait ça et qu'il reçoit 1, ce sera l'interaction I5. S'il fait ça et qu'il reçoit 0, ce sera l'interaction I6. Puis donc, simplement, on va le confronter à un environnement qui offre des régularités d'interaction. Donc une régularité de base, ça va être après I8. On ne sait pas ce que ça veut dire, c'est celle-là. Un I8 peut à nouveau être fait. C'est-à-dire qu'en fait, ça veut dire, si je fais ça et que j'obtiens 1, et si je refais ça, je obtiendrai probablement à nouveau 1. C'est une régularité dans les interactions. Ouais, il peut y avoir des choses plus compliquées, du genre, si je fais I7, c'est là. Donc si j'ai fait ça et que j'ai eu 0, alors derrière, si j'essaie de faire ça, j'aurai plus de chances d'obtenir ça que ça. C'est une régularité aussi, c'est-à-dire après ça, si j'essaie de faire ça, ça sera plus probable que j'obtienne ça que ça. Puis il peut y avoir des choses plus longues, quoi. Après ça, toute cette séquence-là, je pourrais la faire. Puis après, si j'arrive à faire toute cette séquence, toute cette autre séquence, je pourrais la faire aussi. C'est-à-dire que le couplage entre l'agent et l'environnement va offrir des régularités. Et on va vouloir que le système apprenne à découvrir, alors à la fois qu'il les découvre, qu'il les encode, qu'il les mémorise et qu'il les réutilise. Alors qu'il les réutilise pour faire quoi? Il les réutilise pour 2 choses en fait. On va faire un système qui va simplement aimer être capable de prédire ce qui va se passer derrière. Donc il va simplement aimer, c'est-à-dire il sera content s'il arrive à repérer une situation, on ne sait pas de combien d'interactions, qui lui permettent derrière de juste refaire ces 3 interactions derrière, juste pour simplement le plaisir de pouvoir maîtriser son interaction avec l'environnement, connaître son environnement. On va, si vous voulez, essayer de faire un système qui va avoir tendance à découvrir des régularités et à les exploiter, ce qui va être capable, quand on va regarder ce système, on a l'impression qu'il aime simplement, il éprouve plaisir à juste contrôler son environnement. Puis on va mettre autre chose, on va mettre aussi des valeurs propres aux interactions. Donc c'est ce qui est marqué entre parenthèses. On va dire, il y en a qui sont un peu négatives, et puis il y en a qui sont positives, et on va faire un système qui va essayer de réaliser les interactions positives, et puis d'éviter les interactions négatives. Donc ça nous permet par exemple d'implémenter une motivation, par exemple de faire un système qui aimerait bien manger, donc on fait une interaction qui serait mordre, qui avaler quelque chose, on met une valeur positive, et donc on a un système qui va chercher à réaliser cette interaction. Le problème évidemment c'est quand il va mordre, s'il n'y a pas quelque chose en face qui est mangeable, l'interaction ne sera pas passée comme il voudra, donc il faudra qu'il apprenne à anticiper, à savoir ce qui va se passer, et à la fois à faire des interactions positives. Et donc, alors là, elles sont mises comme ça. Alors en fait, il n'y en a qu'une qui est positive là. C'est celle-là. Donc en fait, il va bien aimer faire ça. Donc ce qu'il voudrait, c'est pouvoir faire ça, et puis ça résulte en 0.
Mais si sa résulte en 1, c'est celle qui est la plus négative, donc il n'est pas content. Il faut qu'il arrive à repérer des régularités qui font que donc il se mettra dans des situations où quand il fera ça, ça résultera en 0 et non pas en 1. Et donc et après les autres interactions sont légèrement négatives, c'est-à-dire qu'il va pouvoir utiliser d'autres interactions pour se placer dans des situations où il pourra faire cette interaction positive. Donc voilà, c'est l'exemple de base. Est-ce que d'après vous, ça correspond un peu à l'idée que vous faites de ce que c'est qu'un apprentissage à partir de 0 d'un enfant qui vient d'arriver? Faire donner envie de faire quelque chose. Une satisfaction. Et on apprenne. S'il n'en avait rien à foutre, il n'aurait aucune raison d'apprendre. Non, je pense que consciemment, il n'en a pas quelque chose à faire. Il apprend parce qu'il a une gratification par. Je pense qu'il l'apprentissage, c'est une question secondaire pour l'enfant. Alors c'est un peu ça qu'on essaie de reproduire. Hein. C'est-à-dire que effectivement, tout ne lui est pas égal. En fait. En gros, il y a des choses. Par exemple, se cogner, ça fait mal, et manger, c'est bon. Mettons, tout ne lui est pas égal. En même temps, c'est pas sa seule motivation non plus. Il va pas que vers une récompense immédiate. Il a aussi une envie d'apprendre juste pour le plaisir d'apprendre. Et en fait, on se rend compte que si on ne met pas les deux, c'est-à-dire si on met... Alors, on pourrait mettre, mettons, toutes les valeurs à 0, toutes les interactions lui seraient égales, et imaginer une expérimentation où il apprendrait juste à être capable d'anticiper. C'est un peu ce que tu dis, non, juste la motivation de pouvoir bien contrôler, juste le savoir pour le savoir, en fait. Non, justement, c'est tout l'enfant, je pense que l'apprentissage, justement, est un effet secondaire de la récompense. Ouais, on peut voir ça comme ça. Alors, mais justement, est-ce que ça correspond alors ou pas? Okay. Vous voyez d'autres possibilités maintenant? Oui, je vous montre l'expérimentation. Je dirai ce que vous en pensez après. Donc, l'agent ignore ce que signifient ces interactions, mais nous, on le regarde de l'extérieur et on voit ce qu'elles signifient. Alors, en fait, c'est ce personnage là, qui est dans cet environnement. Il y a des cases vides et des cases pleines. Et donc, cette interaction-là, c'est quand il avance vers une case vide, et puis quand il essaye d'avancer mais qu'il est face à un mur, et ben, il se colle, c'est cette interaction-là. Donc on a mis une valeur positive là qui fait que simplement il va bien aimer avancer. Une valeur négative qui veut dire en fait qu'il n'aime pas ce qu'il il ne sait pas ce que ça veut dire. Celle-là c'est tourner à droite, tourner à gauche, donc il peut tourner de 90 degrés à droite ou à gauche. Pareil, il n'a aucune idée de ce que ça veut dire. Il ne sait même pas qu'il est dans l'espace, hein, si vous voulez, qu'il se déplace dans un espace, il ne sait même pas qu'il y a des notions de mur, etc. Et celle-là, ça correspond à toutes celles-là, les 6 interactions là, qui sont là, ça correspond à soit toucher devant. Donc on va voir, il va essayer de toucher la case qui est devant, puis ça va lui renvoyer 0 ou 1 si c'est vide ou pas. Vous touchez à droite, vous touchez à gauche. Il n'a aucune idée de droite et de gauche. Hein. Il n'a aucune idée même qu'il y en a qui correspondent à toucher, et il y en a qui correspondent à avancer. Donc en fait, les interactions touchées, elles ne changent pas l'environnement. Je renvoie juste une information, donc ça peut être vu comme une interaction de perception. Mais lui, il ne sait pas lesquelles changent l'environnement, lesquelles ne changent pas. Alors, quand je dis changer l'environnement, c'est changer de sa place dans l'environnement. Alors je vais lancer la démo. Alors en fait, donc la démo est en ligne, il y a une appel Java, vous pouvez jouer avec et modifier les valeurs des interactions. Donc là, c'est les valeurs que je vous ai données tout à l'heure en disant c'est positif quand il avance et c'est négatif quand il se calme. En fait, on va voir comment il va apprendre à utiliser les possibilités d'interaction qu'il a pour avancer et pas se cogner. Alors quand il avance et qu'il se cogne, ça flash en rouge, et quand il touche, le carré qui touche, ça flash en jaune. Alors au début, il pioche tout au hasard. Il n'a aucune idée de ce que signifient les choses. Donc il se cogne contre les murs, il touche, etc. Et donc il fait cet apprentissage, comme j'explique, de régularité. C'est-à-dire il arrive, donc il n'a pas de stratégie, hein, il n'implémente pas de raisonnement, mais il apprend des régularités dans le temps. Et donc une des premières qu'il apprend, c'est qu'évidemment, quand il touche devant,
et que c'est vide, après derrière, quand il essaie d'avancer, ben ça marche, il avance. Donc en fait, il a à peu près commencé à apprendre qu'il vaut mieux toucher devant avant d'avancer et pas avancer si on touche un mur. Donc si vous voulez, il donne un sens à l'interaction touchée. Donc c'est plus que simplement ne pas avancer quand je touche un mur, c'est s'engager dans une perception active. Donc là, il a à peu près compris qu'il faut mieux toucher avant d'avancer. S'il ne touche pas de mur, il peut avancer. S'il touche un mur, il vaut mieux toucher sur les côtés. Et puis s'il touche sur le côté et qu'il n'y a rien, il vaut du coup tourner, bien que ce soit négatif, et après, comme ça lui permet d'avancer. Moi, Oui. Il se souvient de scénario ou il se souvient de tout? Alors, il se souvient d'épisodes. C'est-à-dire qu'il repère. En fait, c'est difficile quand on programme ça, d'arriver à repérer des débuts et des fins d'épisodes significatifs. Et c'est de ça qu'il se souvient. C'est-à-dire il encode des mini-séquences en trouvant les bons débuts et les bonnes fins qui sont significatifs, et il repère qu'après avoir fait une certaine mini-séquence, il va pouvoir faire une autre mini-séquence. Et comment il sait ce qui est bon ou mauvais? Alors, justement, c'est l'algorithme. Alors, il a donc ces deux mécanismes de choix, de sélection des comportements. C'est-à-dire que, donc, mettons, au bout d'un moment, il aura repéré que quand il a fait cette séquence-là, celle-là serait possible. Et en plus, il regarde sa valeur. Et s'il voit que globalement elle est positive, eh ben, il la fait. Même si, donc, c'est ce qui lui permet de passer par des interactions négatives. Donc, au bout d'un moment, il va apprendre à toucher bien que ce soit négatif, parce qu'il sait que ça lui donne une information qu'il placera dans un contexte qu'il arrive à repérer, qui fait que dans ce contexte-là, après derrière, il pourra faire une séquence qui lui mènera à quelque chose de positif. Et il les classe en... Alors, il les classe hiérarchiquement. Je suis heureux que ça ait éveillé votre curiosité, en tout cas. Ouais, je vous le replace, parce que c'est tout le truc. Et, donc ça, c'est un truc qui paraît rudimentaire, c'est vraiment un apprentissage extrêmement rudimentaire, mais c'est quelque chose, je pense que vous l'avez jamais vu ailleurs, en fait. C'est-à-dire c'est plus qu'une simple adaptation stimulus-réponse, si vous voulez. C'est pas juste d'apprendre, si je touche, j'avance pas. C'est s'engager dans un comportement actif. C'est-à-dire qu'on n'a pas défini au départ quelles étaient ses perceptions et quelles étaient ses actions. Il ne sait pas au départ que certaines interactions correspondent à agir, et puis d'autres interactions correspondent à toucher. Et donc il découvre que certaines interactions peuvent être vues comme une perception de son environnement, peuvent caractériser son environnement pour lui permettre d'organiser son comportement. Et en fait, c'est le fait qu'il va pouvoir apprendre des séquences, justement, donc repérer un contexte séquentiel. Alors, après, je vous montrerai d'autres exemples plus évolués où il est dans un environnement ouvert. Là, c'est un mécanisme d'apprentissage purement séquentiel. C'est pour ça qu'il est contraint dans cette boucle, parce qu'il apprend que des séquences de comportement. Après, si on veut faire des choses plus élaborées, il faut qu'il apprenne non seulement des séquences, mais des régularités spatiales pour s'organiser dans l'espace. Mais Là, à la fin, sa séquence, c'était faire tout le chemin, c'est ça? Ouais, mais ce qui nous intéresse pas. Oui. En fait, ce qu'il a, c'est qu'il a optimisé, c'est-à-dire ce qui nous intéresse pas tant qu'il fasse tout le chemin, ce qui nous intéresse, c'est qu'il a appris à utiliser toucher pour se repérer pour savoir quoi faire derrière. Et effectivement, au bout d'un moment, il va apprendre des séquences de plus en plus longues. En fait, au bout d'un moment, il va apprendre une séquence qui consiste à toucher, avancer, mettons 4 fois, puis il pourra répéter là, puis là ça marchera plus, donc il faut qu'il en fasse une autre. De fil en aiguille, il pourra effectivement apprendre des séquences qui consistent à faire un tour complet. Parce que du coup, si on veut quelque chose qui se déplace de cette manière-là dans quelque chose qui n'est pas limité, dans un espace pas limité, on ne peut pas le laisser faire des séquences avec nous, il faut limiter les séquences. Voilà, c'est-à-dire... Oui, mais là c'est des séquences courtes. C'est-à-dire qu'il peut s'en sortir. Alors oui. Alors maintenant, je vais vous montrer un autre exemple.
On a un blog où vous pouvez voir tout un tas d'expérimentations qu'on fait. Là, on a 2 agents. Alors, c'est la même expérimentation. On lance les deux en même temps. Donc, celle-là, s'il est dans la petite boucle, comme je vous ai vu. Là, quand il touche, c'est des petits carrés qui s'affichent, mais c'est exactement pareil. Donc là, il s'entraîne à un moment. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il apprend, donc c'est ce que je vous disais, il faut mieux toucher avant d'avancer. S'il touche un mur, après, il faut mieux toucher sur les côtés, etc. Donc, en fait, on l'entraîne dans sa petite boucle. Mais ce qu'il apprend, c'est des séquences de niveau, si vous voulez. Et il n'apprend pas spécialement à faire tout le tour. Donc après, dans cette expérimentation, ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre la boucle pour montrer que ce qu'il a appris là, avec cet entraînement, il peut le répéter partout indépendamment de la structure de son environnement. C'est-à-dire qu'en fait, il a appris, comme s'il avait appris qu'il existait des choses dans son environnement qui sont des murs, qui sont des choses perceptibles par les interactions touchées, et qui sont des choses sur lesquelles il va se cogner s'il essaie d'avancer. Donc là, il a bien compris ça, donc il réapplique ce comportement-là, quel que soit l'environnement. Là, on a des autres objets qui, là, sont complètement insensibles pour lui. Il ne peut ni les toucher, ni se cogner dedans. En fait, c'est comme s'ils n'existaient pas. Donc ça montre, si vous voulez, que, évidemment, il ne connaît son environnement que par la façon d'interagir avec lui. Par exemple, ces blocs aussi là, pour lui, ça produit le même effet que les autres blocs, donc il ne voit pas de différence, pour lui c'est la même chose. Donc il ne perçoit son environnement que ce qui peut se différencier d'une façon ou d'une autre par un certain type d'interaction. Mais il a appris, disons qu'il a appris à percevoir au moins ce qu'il est capable de sentir par ces interactions, il a appris à les percevoir activement, et à adapter son comportement. Et alors, en fait, là, ce que ça montre, ce truc-là, c'est que ça montre cet effet d'entraînement. C'est-à-dire, si je vous le repasse à partir de 0, l'autre, cet agent-là, lui, il n'est pas dans la boucle, alors il est moins bien entraîné. C'est-à-dire, en fait, il va repérer des séquences, mais ce sera plus difficile en fait pour lui parce que les régularités sont moins évidentes. Donc en fait, il va apprendre, il n'aura pas bien compris en fait parce que ça n'aura pas bien correspondu à des régularités qui se répètent souvent, il vaut mieux toucher à droite et à gauche en fait. C'est-à-dire quand il est face à un mur, il vaut mieux qu'il touche à droite, puis à gauche, puis qu'il choisisse en fonction de là où il n'y a pas de mur. Celui-là, il a bien compris ça, mais celui-là n'a pas bien compris. Donc en fait, il se retrouve assez vite à tourner en rond. C'est en fait qu'il est face à un mur. En fait, c'est en fait, par exemple, là, typiquement, bon, il n'est pas avancé, parce que c'est vrai qu'il y a un mur, mais il a tourné vers un autre mur, il n'a pas touché. Le trèfle, c'est de la nourriture, il adore ça. Ah non, le trèfle, il ne les voit pas. Après, j'ai d'autres expérimentations. Pourquoi le bleu alors il tourne en rond là-haut? Je crois que c'était ça. Parce qu'il a trouvé un pattern qui marche. Il a trouvé un pattern qui marche, exactement. Justement, c'est vrai qu'il avait trouvé ce pattern qui marchait et qu'il voulait récupérer les trèfles. Non, ça n'a rien à voir avec les trèfles. Les trèfles, il ne les voit pas, il ne les sent pas, il ne peut pas interagir avec eux, c'est comme s'ils n'existaient pas. Mais simplement, il a trouvé un truc qui marchait, donc il le répète. Mais comme il n'a pas eu l'occasion de trouver des trucs plus élaborés, en fait, c'est ça. En même temps, ce qu'il veut, c'est voilà. Lui, tout ce qu'il veut, c'est pouvoir marcher sans se cogner. Donc là, il est content. Voilà, exactement. Mais ce que ça montre, c'est qu'il y a une individualisation de chaque agent. C'est-à-dire qu'on n'a pas codé des comportements au départ, c'est en fonction de leur expérience individuelle qu'ils vont développer des comportements différents, à un niveau rudimentaire.
Très bien. Alors, qui pense qu'il pourrait recoder un truc comme ça relativement facilement? Relativement facilement, non. Ok. Oui, mais ça demandera un peu de temps. Voilà. Alors, l'idée, je pense pas non plus que je puisse me prendre à coder un truc comme ça dans les 10 séances de cours qu'on a, mais donc l'idée, c'est de vous montrer qu'il y a beaucoup de théories derrière. Donc, déjà, je vais vous présenter la théorie qu'il y a derrière, qui permet déjà d'expliquer pourquoi c'est un sujet de recherche important dans l'intelligence artificielle, ces effets-là. Pourquoi c'est important, pourquoi on se pose ces questions-là, et comment on s'y prend pour faire ça. Alors, il y a tout un tas de champs théoriques qui sont là. Donc la philosophie de l'esprit, on en a parlé un peu. L'épistémologie, c'est finalement qu'est-ce que la connaissance. C'est-à-dire l'épistémologie, c'est la théorie de la connaissance. Qu'est-ce qu'on entend par connaître, qu'est-ce qu'on veut apprendre, qu'est-ce que c'est que la connaissance. Donc je vais obligé de parler de ça. Qu'est-ce que c'est que l'apprentissage, qu'est-ce qu'on entend en disant un agent a appris quelque chose. Il y a la psychologie développementale, c'est-à-dire les théories sur comment un enfant apprend à partir de zéro, un enfant qui vient de naître, comment apprend en expérimentant sur son environnement. Il y a des théories de biologie dont je parlerai, et puis il y a des théories de neurosciences, qui peuvent effectivement amener à la question de raisonnement. Alors philosophiquement, donc c'est la question déjà, est-ce possible c'est-à-dire en fait, donc maintenant, on sait déjà que c'est possible de faire un système qui va à un niveau comme ça extrêmement rudimentaire, apprendre des séquences d'interaction. Est-ce que c'est possible d'aller plus loin? Donc comme je vous disais, depuis assez longtemps, des philosophes nous disent qu'on pourra arriver à des niveaux plus abstraits d'intelligence. Ça veut pas, c'est pas parce qu'ils l'ont dit qu'on y arrivera, hein, mais disons qu'on a des arguments philosophiques à ce niveau-là. Et on a, en tout cas, on se place, comme je vous disais, dans cette idée que la cognition, l'apprentissage, c'est un mécanisme de calcul, c'est un mécanisme computationnel, mais au sens très large. C'est-à-dire que, alors effectivement, ça peut être des réseaux de neurones, ça peut être c'est pas forcément du calcul comme vous avez l'habitude de le faire avec vos ordinateurs, mais ça reste du calcul. Donc ça, c'est David Chalmers, dont je parlais tout à l'heure, qui a théorisé là-dessus. Et puis, donc, si ça vous intéresse, c'est les théories de Daniel Dennett, aussi au niveau de la philosophie, qui a ce livre qui s'appelle Consciousness Explained, et qui parle de questions qui sont cruciales, qui sont la question du libre arbitre, du choix individuel et de la motivation propre. C'est-à-dire, c'est des questions déjà qu'on se posait dans l'exemple, c'est-à-dire qu'est-ce qui va faire qu'on va avoir l'impression qu'un agent a sa propre motivation, il poursuit ses propres objectifs. Et il y a quelque chose qui est absolument clé de comprendre, c'est que il peut y avoir quelque chose, un processus peut être complètement déterministe, mais malgré tout donner lieu à une liberté individuelle ou à un libre arbitre. Donc c'est un peu ce que j'ai essayé de montrer dans l'exemple où il y avait les deux agents. C'est-à-dire que les algorithmes d'apprentissage de chaque agent sont complètement déterministes. C'est-à-dire que si vous les lancez 2 fois, ils feront exactement la même chose. Il n'y a pas de fonction random. Mais par contre, ils sont imprédictibles. C'est-à-dire que s'il y a une petite différence dans leur expérience individuelle, ils ne vont pas se développer pareil. Ils ne vont pas développer les mêmes comportements. Donc c'est important d'avoir... Ouais. Dans la première expérience qu'on a tout à l'heure, si on lançait 2 fois au même case de départ, il y aura plus ou moins le même cheminement. Voilà. Alors d'ailleurs, je n'ai pas assez insisté là-dessus, mais vous pourrez jouer, hein, si vous avez sur le site web, vous pouvez jouer avec. Donc effectivement, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a des boutons là pour essayer, si vous le placez en 1, en 1, 2, en 1, 3, placé à différents endroits, vous pouvez constater que vous le lancez une deuxième fois, il fait exactement la même chose. Mais par contre, vous pouvez, si vous changez le point de départ, il passera par une expérience individuelle qui sera différente, et donc il développera d'autres comportements. Donc par exemple, dans certains cas, alors il va toujours comprendre qu'il vaut mieux toucher avant d'avancer, mais éventuellement, des fois, il trouvera qu'il vaut mieux d'abord toucher à droite, ou d'abord toucher à gauche. Et alors des fois, il tombera dans l'autre sens, etc. Même des fois, alors c'est pas non plus un apprentissage optimum, c'est-à-dire que des fois, on va avoir des comportements où il va se mettre sur une ligne, et puis il va arriver là, il va tourner 2 fois, puis rester sur une ligne, donc il sera quand même content parce qu'il arrive à avancer. Il ne sera pas trop mécontent, bon, il perdra juste un coup à tourner 2 fois. Alors, ça va avancer en fait. Alors, vous pouvez changer les valeurs. C'est-à-dire, évidemment, si vous mettez
une valeur positive pour tourner sur lui-même, vous allez voir, vous allez le lancer, puis alors il va essayer différents trucs, puis au bout d'un moment, il va tourner sur lui-même, quoi, puisque c'est positif. Si vous mettez une valeur positive pour se cogner à un mur, il va avancer tant qu'il n'est pas devant un mur, puis dès qu'il est devant un mur, il va se rendre compte qu'il se cogne s'il avance, donc il va continuer à se cogner. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que du coup ça devient assez intuitif, c'est-à-dire qu'on a, avec ces curseurs, on définit finalement le plaisir ou la douleur qu'il a pour chaque interaction, du fait que derrière il y a les algorithmes qui font qu'il va avoir tendance à choisir des interactions positives et à éviter des interactions négatives. Sans connaître au départ lesquelles sont positives et lesquelles sont négatives, et sans connaître au départ, sachant aussi qu'il pourra quand même utiliser des interactions un peu négatives pour avoir des interactions plus positives derrière, donc c'est pas juste une adaptation immédiate, si vous voulez, il y a plus que ça. Et donc c'est tout ça qui fait que quand on le regarde, au bout d'un moment, on a l'impression qu'il y a un certain niveau de compréhension qui se produit. Si on met trop négatif, il a de bouger. Non, il va prendre le truc le moins négatif. Ah d'accord. Alors, sachant que c'est pas forcément optimum, c'est-à-dire que peut-être qu'il y en a qui n'aura pas essayé, qui seront encore moins négatifs, mais au bout d'un moment, il va avoir peur, si vous voulez, d'essayer autre chose, parce que tout ce qu'on aura essayé d'autre sera plus négatif, quoi, donc il va juste faire ce qui est moins négatif. Voilà, donc philosophiquement, ce qui nous intéresse, c'est que la cognition ou l'intelligence, si vous voulez, artificielle est une computation au sens large. C'est-à-dire fondamentalement, c'est un dispositif causal. Ça veut dire quoi une computation? Ça veut dire que qu'il y a un enchaînement de plus ou moins complexe de causes qui vont produire des effets. Donc au sens très large, donc c'est-à-dire qu'on fondamentalement on conçoit le cerveau, on se dit que le cerveau d'un humain ou d'un animal, c'est un dispositif causal complexe grâce aux neurones, aux réseaux de neurones et à la chimie. Donc effectivement, la chimie joue un rôle, on sait bien, hein, il y a des neurotransmetteurs, des hormones, etc., mais qui vont modifier cette causalité. Mais donc c'est une causalité qui est complexe et qui est effectivement dans le cadre du naturel qui fait intervenir les neurotransmetteurs, les hormones, qui est une molle, si vous voulez. Mais c'est quand même une causalité, c'est-à-dire qu'on ne voit pas de raison pour laquelle on ne pourrait pas la reproduire dans le silicium. En tout cas, c'est la position qu'on prend. Et donc, comme je disais, ce qui est important à voir aussi, c'est que donc le déterminisme, la notion de déterminisme n'est pas incompatible avec la notion de libre arbitre. Alors, évidemment, c'est difficile de parler du libre arbitre, mais il ne faut pas confondre. Donc, on peut avoir un système qui est complètement déterministe, c'est-à-dire, ça veut dire que si on le relance une deuxième fois, il va faire exactement la même chose, mais malgré tout, dont on pourra commencer à se dire que chaque individu développe sa propre compréhension du monde, et donc il y a un niveau de libre arbitre qui pourra apparaître, bon, là, qui est extrêmement rudimentaire, mais qui... Et donc c'est cet effet... En fait, dans l'expérience, c'est cet effet d'être capable de repérer des séquences et de les réexécuter. Donc c'est ce qui fait qu'il y a cet effet d'autoprogrammation, d'un sens, c'est comme s'il apprenait des mini-programmes et qu'il était capable de les réexécuter à bon escient. Donc du coup, il devient différent d'une autre instance de l'agent. On n'aura pas appris les mêmes mini-programmes et du coup, qui font que... et c'est ça qui donne cette impression, quand on le regarde de l'extérieur, qu'il commence à comprendre ce qui se passe. S'il n'y avait pas cet effet d'autoprogrammation, c'est-à-dire qui est complètement déterministe mais qui est individuel, s'il n'y avait pas cet effet d'individualisation, on n'aurait pas l'impression qu'il commence à comprendre. C'est un aspect crucial. Alors, comment on utilise aussi, il faut avoir un peu des bases d'épistémologie, c'est-à-dire des théories de la connaissance au sens large, c'est-à-dire, notamment, il y a un concept qui nous est très utile, qui est le concept d'ontologie. Je ne sais pas si on vous a déjà parlé du concept d'ontologie. Non, ça ne vous dit rien. Alors, le terme ontologie, ça vient du grec onto, qui est le verbe être, étant, qui est le discours.
Donc l'ontologie, c'est l'étude de tout ce qui est, le discours, si vous voulez, de tout ce qui est. Alors c'est Aristote, hein, le premier qui a parlé d'ontologie, donc ça date pas d'hier. C'est-à-dire, c'est comment Aristote, il a commencé à écrire c'est pas une encyclopédie, une liste de tout ce qui existe dans le monde, ou une botanie, enfin il faisait l'inventaire de tout ce qui existe dans le monde. Et donc comment peut-on connaître tout ce qui existe dans le monde. Donc par exemple, si je vous dis dans cette classe, qu'est-ce qui existe, vous allez me dire, il y a 18 personnes, une quinzaine de tables, une trentaine de chaises. Donc c'est toute la connaissance qu'on pourrait avoir donc, dans la réalité. C'est important. Donc il y a une portée philosophique là-dedans qui est que en fait, on ne peut jamais réellement connaître toute la réalité. C'est-à-dire que on peut dire effectivement il y a une quinzaine de tables et une trentaine de chaises, mais on peut dire oui, mais en fait les tables c'est des plateaux de table et des pieds de table, donc la notion de table n'existe pas vraiment. On peut ramener ça à quelque chose de plus fondamental. Et donc cette notion de savoir comment est-ce qu'on connaît ce qui existe dans le monde, c'est une notion philosophique de la connaissance. Bon, je voulais juste introduire le concept d'ontologie, qui est le discours sur tout ce qui existe dans le monde. Donc on va faire un agent apprenant, ça va être capable de faire un agent qui va lui-même construire une connaissance, donc une liste de tous les objets qui existent dans son univers. Et l'idée clé ici, c'est qu'on ne va pas vouloir faire des agents en leur donnant a priori la liste de tout ce qui existe. Donc là, dans l'expérimentation que j'ai démontré, l'agent ne sait pas au départ qu'il existe des murs, mettons, ou dans l'autre exemple, il ne sait pas qu'il existe des trèfles, comme on a dit, ou des murs colorés. Et c'est à lui de découvrir, par son interaction avec le monde, quels sont les types d'entités qui existent dans le monde. Ça, c'est donc la notion d'ontologie. Bon, on en parlera aussi. Je pense qu'Anne vous en parlera aussi beaucoup. Quand on veut faire des systèmes experts et du raisonnement artificiel, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va coder dans un système quels sont les concepts qui existent dans un domaine de recherche, puis on va implémenter un mécanisme de raisonnement. Par exemple, on pourrait faire des agents, on dirait, bon ben, s'ils sont face, ils auront une connaissance qui est que dans le monde, il existe des objets comestibles, mettons, que les fruits sont des objets comestibles, donc on aura codé fruit est une sorte d'objet comestible, et puis on aura codé quelque part une pomme est un fruit, et puis donc on fera un agent, on verra un symbole qui représente une pomme, puis là on aura implémenté un mécanisme de raisonnement, une pomme est un fruit est un objet comestible, donc je vais déclencher l'action manger. Donc ça va être une forme d'intelligence artificielle où on aura codé une ontologie du monde, c'est-à-dire qu'on aura défini toutes les catégories de symboles, d'objets qui peuvent exister dans le monde, et on aura implémenté un mécanisme de raisonnement. C'est la forme d'intelligence artificielle qu'on ne veut pas faire, c'est-à-dire qu'on ne veut pas dire à l'agent, a priori, qu'est-ce qu'il va rencontrer dans le monde. On va faire des agents qui vont découvrir par leur interaction avec le monde tous les objets qui existent dans le monde, à comprendre le monde par rapport à leur propre expérience d'interaction et en fonction de leur propre motivation propre aussi. C'est-à-dire en fonction s'il y a des interactions positives, etc. Ils vont classer ce qu'ils vont rencontrer dans le monde en fonction de ce qu'ils comptent pour. C'est ce qu'on veut faire. Sur le concept d'ontologie, philosophiquement, je vais me faire appel à Kant, qui a dit que de toute façon, la réalité en tant que telle n'est pas connaissable. C'est-à-dire que si on voulait, par exemple, faire un robot qui interagirait dans un milieu ouvert, qui aurait n'importe quel... ça ne serait pas possible de lui coder a priori tous les objets qu'il rencontrerait. On pourrait lui dire,
quand tu repères telle forme, c'est une table, alors faire tel comportement, quand c'est telle forme, c'est une chaise, alors faire tel comportement. Mais en réalité, il y aurait une infinité de situations qu'il faudrait coder. Et donc, ce serait pas possible, en fait, par une méthode qui présupposerait la connaissance de tous les objets existants dans le monde qu'on coderait dans le robot. Ce serait pas possible de faire un robot qui interagit avec un milieu ouvert, parce que ce serait jamais possible de lui dire a priori tous les objets qui existent dans le monde. Et en fait, on ne connaît même nous-mêmes, on ne connaît pas tous les objets qui existent dans le monde. C'est-à-dire que plus on progresse, par exemple en physique, maintenant on sait que les objets sont faits d'atomes, que les atomes sont faits de sous-éléments, mais ultimement, on est toujours en train de chercher qu'est-ce qui constitue réellement la matière. Et philosophiquement, on sait que de toute façon, on ne trouvera jamais. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'on peut connaître, c'est ce avec quoi on peut interagir. Mais ce qui est fondamentalement avec lequel on ne peut pas interagir, ben, de toute façon, on ne pourra jamais. Donc l'idée qu'on retire de ça, hein, c'est baser toute la connaissance sur l'interaction. C'est-à-dire raisonner en termes d'interaction et faire en sorte que l'agent construise de lui-même sa connaissance des entités qui existent dans l'environnement à partir de sa propre expérience d'interaction. Alors on dit qu'on implémente des systèmes sans présupposés ontologiques sur le monde, c'est-à-dire donc ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire sans encoder dans le système une liste de tous les objets qu'ils pourront rencontrer, typiquement des murs ou autres. Donc ça c'est proposer la notion d'agent agnostique, d'agent qui n'ont pas de donc en fait, c'est-à-dire que les algorithmes que je vous ai montrés, on peut les mettre dans n'importe quel environnement, ils vont toujours apprendre des régularités et à maximiser les valeurs qu'on aura mises sur les interactions, quelles que soient les régularités d'interaction qu'on va y mettre. Après, je vais vous montrer d'autres exemples. Le même algorithme, dans des contextes complètement différents, va apprendre à s'adapter donc sans a priori sur quelle est la nature du monde qu'il va rencontrer. Et sachant que l'agent, de toute façon, on ne pourra jamais même prouver qu'il a complètement compris son monde. On pourra juste montrer que ses comportements se sont adaptés. Par contre, alors, donc je dis, on ne fait pas de présupposés ontologiques, c'est-à-dire qu'on ne dit pas à l'agent quelles sont les entités qui existent dans le monde, mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait aucun présupposé. On fait quand même des présupposés, mais ce sont des présupposés interactionnels. C'est-à-dire qu'on définit quelles sont les possibilités d'interaction de l'agent avec son environnement. Et on veut qu'à partir de ces possibilités d'interaction qui, elles, sont prédéfinies. Et si on construit un robot, on va définir quels sont ses moteurs, quels sont ses capteurs. Ça va définir ces possibilités qu'il aura d'interagir avec le monde. Et on veut qu'à partir de ces possibilités d'interaction que nous, on aura définies, il construise sa propre connaissance du monde par lui-même. Alors une autre source d'inspiration, c'est la psychologie développementale qui répond plutôt à la question de finalement comment c'est possible, comment puis-je connaître, donc comment on va pouvoir faire un truc comme ça qui va construire sa propre connaissance du monde à partir de ses expériences d'interaction. Alors il y a pas mal de gens qui ont théorisé là-dessus, hein. Je ne sais pas si vous connaissez Jean Piaget, parce que j'avais déjà entendu parler de Piaget. C'est un spécialiste de l'apprentissage développemental, donc 1896-1980, on commence à se rapprocher de l'époque moderne. Donc lui, il a théorisé tout ça en regardant essayer de comprendre comment un bébé qui arrive dans le monde sans aucune connaissance de la réalité du monde peut, par ses propres expériences d'interaction, arriver à construire une connaissance du monde. Donc il a développé certains concepts qui peuvent nous être utiles. Donc la notion de téléologie qui est de dire, en fait, ce bébé qui vient de naître, il n'est pas avec un objectif prédéfini. C'est-à-dire que vous êtes probablement pas né avec l'idée de devenir informaticien. C'est quelque chose que vous construisez au fur et à mesure de la vie. Donc ça, c'est un aspect aussi de ce qu'on fait qui est différent. Beaucoup de travaux d'apprentissage artificiel ou d'intelligence artificielle classique où les gens vont essayer de faire des systèmes qui vont résoudre un problème prédéfini ou atteindre un but prédéfini. Nous, on ne veut pas faire ça parce qu'on ne veut pas faire d'agents
qui vont... on ne veut pas formaliser le problème au départ, on ne cherche pas à faire un agent qui va résoudre le problème à nous, on veut pouvoir dire qu'à un moment donné, l'agent se pose ses propres problèmes. C'est donc cette idée que l'agent doit... Donc là, si je reprends l'exemple de la boucle, ça ressemble à un labyrinthe, mais c'est pas un labyrinthe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de point final à atteindre. On n'est pas en train de faire quelque chose dont on voudrait qu'il apprenne à atteindre un objectif prédéfini. Ouais. Et être content pour le robot tout à l'heure, c'était pas l'objectif. Voilà, donc merci de la question. Donc effectivement, en fait, l'objet différencié, la notion d'objectif concret, d'objectif abstrait. En fait. C'est-à-dire que, évidemment, même tout le monde peut dire, bah ouais, mais en fait, j'ai bien un objectif dans la vie, c'est de rester en vie, disons. Et peut-être que c'est la source de toutes mes motivations, finalement. Je veux pouvoir manger quand j'ai faim, être trop chaud quand j'ai froid, etc. Et finalement, si je travaille, c'est bien pour faire ça. Donc, effectivement, on pourrait dire que c'est un objectif. Mais c'est pas un objectif, c'est pas le genre d'objectif qu'on peut atteindre. D'ailleurs, on n'arrive pas à rester en vie, à la fin on meurt. C'est-à-dire que c'est un objectif auquel, au sens abstrait de l'objectif, c'est pas un point à atteindre. Et donc en fait, on va pouvoir, on va pas pouvoir mesurer ça, on va pas pouvoir faire un algorithme qui chercherait à maximiser une valeur, qui dirait ben là, les chances de rester en vie augmentent. En fait, on ne peut pas le quantifier ça. On est obligé de faire des algorithmes qui, effectivement, le résultat, ça va être que l'agent va rester en vie. C'est-à-dire si on dit on va mettre une valeur positive pour manger, etc. Donc du coup, l'agent va apprendre à manger. Donc le résultat, c'est bien qu'il va rester en vie, mais c'est un résultat indirect. Il va pas. Et donc ce qu'on veut, c'est qu'il développe ses propres stratégies pour atteindre ce résultat. Et même qu'il trouve différentes solutions. En fait. Donc on veut que l'objectif soit défini de manière indirecte. En fait. Ce n'est pas un objectif concret à atteindre. Piaget nous dit aussi quelque chose qui est extrêmement important. Il nous dit qu'on ne peut pas séparer perception et action a priori. Alors ça, c'est pas Piaget qui dit ça, c'est toute la théorie de la perception qui nous explique que percevoir, c'est pas simplement décoder des données qui nous arrivent dans la figure. C'est-à-dire que c'est pas comme si on avait les yeux, c'était des caméras, qu'on recevait une image et qu'il s'agirait d'interpréter, donner du sens à cette image. En fait, on a l'impression qu'il y a une image du monde qui nous arrive, mais cette impression, elle est construite dans notre tête. C'est-à-dire, si on regarde l'image qui se projette réellement sur notre rétine, elle est extrêmement floue, elle est nette que sur la fovea, vous savez, c'est une petite région qui correspond au diamètre du l'angle du pouce tenu à bout de bras. Donc en fait, il n'y a que ça qui est net dans le fond de notre œil, tout le reste c'est extrêmement flou. Et en fait, c'est le fait qu'on promène nos yeux sur l'environnement qui fait qu'on construit, au travers de notre interaction avec l'environnement, une impression qu'on a une image nette. Donc c'est cette idée que l'interaction est centrale. C'est-à-dire qu'il faut raisonner en termes d'interaction avec l'environnement, et que c'est à partir de notre interaction sur l'environnement qu'on construit une connaissance de notre situation. Et d'ailleurs, même, je vais dire, un bébé qui vient naître, à la limite, il n'a même aucune raison de savoir qu'il y a un monde extérieur à lui qui existe. C'est-à-dire qu'en fait, il bouge au hasard, il se rend compte que tout n'est pas possible, genre s'il fait ce geste-là, il se calme, s'il refait à nouveau, il va se cogner à nouveau, etc. Donc il va arriver à la conclusion qu'il y a quelque chose qui existe là. Mais c'est pas forcément une connaissance a priori, c'est quelque chose qui découvre. Donc si on peut même pas présupposer que le monde extérieur existe, ça n'a pas de sens de dire qu'il y a des observations du monde extérieur qui existent. En fait, on va raisonner sur la notion d'interaction avec le monde et de construire une connaissance du monde à partir de nos interactions. Alors donc, si ça vous intéresse, ça, il y a toute l'épistémologie constructiviste qui a élaboré là-dessus. Jean-Louis Lemoigne, Ernst von Glasersfeld, qui dit donc que la connaissance c'est une adaptation, donc c'est pas simplement interpréter des données qui nous arrivent en entrée, mais c'est s'adapter au travers de nos interactions. On retrouve toutes ces idées qui sont. Alors les théories du développement, ils ont donc notamment Piaget identifié les stades de développement chez l'enfant qui peuvent être une source d'inspiration pour nous.
au mois 4, on dit qu'il faut faire. Alors c'est extrêmement approximatif, il faut se méfier. En fait, il y a certainement des choses qui sont présentes dès la naissance, mais en fait, on n'arrive pas à les mettre en évidence par des expériences avec des enfants avant ces âges-là. En fait, ce que ça veut dire, c'est qu'au mois 4, on arrive à peu près à montrer qu'un bébé est capable de faire des prédictions statistiques. C'est-à-dire, on aura 2 sacs avec des boules blanches d'un côté, des boules rouges de l'autre. Ou mettons, on aura un sac avec beaucoup de boules blanches et puis peu de boules rouges. On verra que l'agent est capable d'anticiper que quand on sort une boule, elle est probablement blanche, et le bébé, et que si on sort une boule rouge, eh ben, il est surpris. Donc c'est des bases d'une statistique. Après, au mois 5, on se rend compte qu'il arrive à prédire un peu les mouvements de ses mains, il arrive à se rendre compte s'il doit contourner quelque chose, etc. Donc il arrive à commencer à avoir un modèle de son propre corps. Au mois 6, on arrive à faire des expérimentations où il va reconnaître des gens, c'est-à-dire il se rendra compte que quelqu'un qui est penché sur son berceau devant lui, c'est pas forcément sa mère, mais c'est d'autres gens, etc. Voilà. Au mois 7, on arrive à faire des expériences où on voit qu'il y a une notion de persistance des objets. C'est-à-dire que si on met un objet dans une boîte, on ferme la boîte, il s'attend à ce que l'objet soit toujours là. Quand on rouvre, s'il n'y est plus, il est surpris. On arrive à faire des expérimentations. Ouais, comment? Donc ça montre aussi ça qu'il n'y a pas de présupposé sur le fait que les objets existent. En fait. Il découvre même que des objets existent dans le monde et sont persistants. En mois 8, on arrive à faire des expériences du genre si on lui donne une boule sur une table, il saura qu'elle pourra partir dans n'importe quel sens, alors que si on lui donne une petite voiture, il saura qu'elle partira dans un sens. Donc il arrive à connaître les modèles dynamiques d'objets, donc évidemment ça va aider à mieux interagir avec eux. Là j'ai mis une barre parce que en fait tous ces étapes-là, on peut les retrouver chez des bébés non humains. Et puis après, alors c'est la barre est indicative, alors en réalité c'est beaucoup plus flou que ça, mais les humains arrivent à aller plus loin. Donc, notamment avec des bébés humains, donc ils apprennent les prémices de l'usage d'outils. Il peut amener une tasse à sa bouche, il peut pointer des objets. Au mois 10, on voit qu'il arrive à imiter des gestes d'autres personnes. Alors ça, c'est pas que les humains, les animaux aussi imitent énormément de gestes. Il arrive à ramper, après il arrive à marcher. Donc ça nous... Les idées clés qu'on garde de ça, donc c'est raisonner sur les interactions, comme je disais, et puis c'est essayer de réfléchir à un niveau intermédiaire de l'intelligence, c'est-à-dire que c'est un niveau qui n'est pas simplement une adaptation stimulus-réponse, je vois ça, je fais ça, mais donc c'est pas juste un bas niveau, je dirais, c'est juste une adaptation stimulus-réponse de niveau. Mais c'est pas non plus le haut niveau qui serait le raisonnement et le langage, ça vient bien après. Mais c'est un niveau intermédiaire qu'on peut appeler cognition sémantique. Donc le terme sémantique vient de sens en fait. C'est-à-dire quels sont les mécanismes qui font qu'on peut dire qu'un agent ou un animal comprend quelque chose. Alors c'est pas forcément du langage, je n'ai pas qu'ils comprennent des mots ou qu'ils comprennent le langage. Qui arrive à faire des raisonnements compliqués, mais au moins qui comprend ce qui lui arrive. Et c'est sur ce niveau-là intermédiaire de l'intelligence qu'on se concentre. Parce qu'évidemment, on sait que c'est une étape obligée, en fait, si on veut après aller vers une intelligence de plus haut niveau. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, évidemment, on sait faire la reconnaissance de langage artificiel pour faire des translations, des traductions automatiques, etc. Mais en fait, c'est une traduction mécanique, je dirais, mais qui n'est pas basée sur une compréhension du sens. Si on veut avoir une intelligence au niveau raisonnement et langage basée sur une compréhension du sens, on sait bien qu'il faut d'abord s'attaquer à ce niveau intermédiaire, qui est la cognition sémantique. Je vais faire une pause là.
Comme ça fait 1 heure que je parle. C'est une notion qui est intéressante. En fait, c'est la question, ce qui va nous intéresser là, c'est pourquoi même connaître. En fait. Pourquoi même on voudrait faire un système qui apprend. Pourquoi des systèmes vivants apprennent. Donc il y a toute une réflexion là-dessus qui nous intéresse, qui est finalement une des raisons fondamentales, c'est de rester en vie. Donc quand on réfléchit à qu'est-ce que c'est qu'un système vivant, on peut dire qu'un système vivant, c'est un système qui se crée lui-même, c'est-à-dire qui part d'un germe, qui part pas de zéro, qui part d'un germe qui hérite de toute une lignée, mais qui, à partir de ce germe, se construit lui-même au fil de son interaction avec son environnement. Et donc les gens qui ont théorisé là-dessus, ils ont introduit la notion d'autopoïèse, le terme autopoïèse qui signifie auto-création. C'est un système qui se crée lui-même. Et si on veut faire une vie artificielle, c'est en ça que ça consiste, c'est faire un système qui va lui-même est capable de se construire en prenant des matériaux, en interagissant avec l'environnement. Et donc un système cognitif artificiel, pareil, c'est l'idée qu'il est capable de se construire. Et avec cette idée qu'il y a un couplage entre le système et son environnement qui définit l'interaction du système avec son environnement, et que ce couplage, il faut qu'il évolue. Si on a un couplage fixe, on n'est pas vraiment dans un système vivant, donc on n'est pas dans un système intelligent non plus, on est dans un système préprogrammé, prédéfini. Et ce qu'on va vouloir faire, c'est des systèmes dont les possibilités d'interaction avec l'environnement vont se développer, vont devenir de plus en plus élaborés au fil de son développement. Donc c'est des concepts qui vont être utiles, j'en parlerai la semaine prochaine pour voir un peu vers quoi ça mène. La notion de couplage structurel, donc c'est définir quel est le couplage entre le système et son environnement et comment on va pouvoir voir que ce couplage évolue. La notion de domaine relationnel, c'est-à-dire qui définit les possibilités d'interaction entre les gens et l'environnement. C'est-à-dire, en gros, dans l'expérimentation que je vous ai montrée, le domaine relationnel, c'est l'ensemble des possibilités d'expérience de l'agent et l'ensemble des retours de ces expériences possibles. En fait, il y avait 10 interactions possibles. Donc, le domaine relationnel, c'était un ensemble de 10 interactions possibles entre les gens et l'environnement. On va vouloir faire des systèmes avec un ensemble d'interactions possibles qui soit plus grand et en plus qui puisse évoluer, c'est-à-dire que le système va pouvoir développer des nouvelles façons d'interagir avec son environnement. Il y a une notion d'homéostasie qui est utile aussi, qui va nous permettre de raisonner sur la notion de motivation propre. Donc on veut faire un système, on ne veut pas faire un système qui va résoudre les problèmes qu'on aura pré-spécifiés, mais on va faire un système dont on puisse dire, quand on le regarde, quelle est sa propre motivation, donc qu'est-ce que ça veut dire. Un des aspects, effectivement, donc, comme on l'a dit, c'est qu'il reste en vie. Alors le problème de rester en vie, c'est que c'est pas une fois qu'on est mort qu'on peut apprendre ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire il faut avoir des présupposés sur qu'est-ce qui va nous maintenir en vie. Donc typiquement, un mammifère qui vient de naître, on sait qu'il va naturellement se diriger vers le lait de sa mère. Donc les humains font ça, les bébés humains qui viennent de naître, mais les autres mammifères aussi. Donc il y a des préférences innées de comportement. Donc, comment on peut qui garantissent la survie de l'animal, évidemment, mais c'est pas parce que l'animal sait qu'il doit faire ça pour survivre qu'il le fait. C'est-à-dire qu'il a codé de manière innée ses préférences de comportement qui vont faire qu'il va faire ça. Ça a évolué au fil des espèces et ces comportements sont codés parce que, évidemment, ceux qui ne les avaient pas sont morts et ne se sont pas reproduits. Mais c'est pas parce que lui est conscient que s'il n'atteint pas cet objectif, il mourra. C'est juste qu'il a ses préférences innées. Donc comment ça s'articule? C'est-à-dire comment, effectivement, cette motivation qui est fondamentalement pour ne pas mourir, mais en fait, elle est implémentée de manière non explicite, de manière inconsciente. Donc comment on peut reproduire ça dans des systèmes artificiels? C'est toutes ces questions.
Il y a ce qui s'appelle la théorie de l'énaction, qui provient de cette réflexion sur qu'est-ce que c'est que la vie, et qui est de dire, en fait, c'est en agissant qu'on se construit soi-même. C'est-à-dire si c'est le fait de pouvoir agir volontairement avec le monde qui fait qu'on apprend. Donc il y a des expériences qui peuvent être faites, par exemple, on va mettre des expériences beaucoup avec des petits chats, par exemple, où on a mis des petits chats qui venaient de naître par paire. Donc il y en avait un qui pouvait se diriger, se déplacer, puis l'autre qui était accroché sur une petite charrette sur son dos, en fait, qui était obligé de suivre, qui ne pouvait pas agir volontairement. Et on se rend compte que le petit chat qui ne peut pas choisir, donc il a la même expérience que celui qui peut choisir, mais elle est complètement passive. Et le fait que son expérience soit passive fait qu'en fait il apprend rien. Et quand après on le libère, il est totalement incapable même de voir ou de comprendre, il n'a pas appris à interagir avec son environnement. Donc la notion d'interaction active du système est complètement cruciale dans l'apprentissage. Il y a donc la théorie des gens qui réfléchissent comment ça impacte sur l'intelligence artificielle. Il y a une notion de Enactive Artificial Intelligence donc qui met en œuvre ça. C'est là-dedans qu'on se situe, c'est-à-dire que cette idée qu'il faut que l'agent puisse faire un choix et apprendre à partir de ses choix. Et se construire lui-même en fonction de ses propres choix. Donc deux agents qui auront fait d'autres choix dans d'autres contextes se construiront pas pareil. Donc l'idée de base, donc autonomie constitutive est nécessaire pour la construction de sens. C'est parce qu'on aura un système qui va devenir individuel qu'on va pouvoir dire tout se passe comme s'il comprenait ce qui se passait. Donc la notion d'individuation, c'est-à-dire que le système devienne un individu singulier, différent des autres individus en fonction de sa propre expérience d'interaction, est absolument crucial. Et ça se fait par cet aspect d'autoprogrammation. Donc, dont j'ai donné un exemple, qui peut être simplement d'apprendre des séquences et d'être capable de réexécuter ces séquences. Ce qui est original là, c'est que ces séquences qui sont apprises sont du code réexécutable, pas simplement des paramètres, et c'est un aspect crucial. Alors, dernier point qui nous inspire, c'est les neurosciences, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent, les neurosciences? Elles nous disent que il y a de multiples niveaux d'analyse. Ça va du neurone. On sait maintenant que même à l'intérieur d'un simple neurone, un simple neurone lui-même apprend. C'est-à-dire que l'apprentissage n'est pas seulement dans les connexions de neurones avec d'autres neurones, mais en fonction de ses expériences, de votre expérience, les neurones vont changer la fonction le traitement de la fonction entre leur bande et leur maximum, individuellement, au fil du temps. Donc à l'intérieur même d'un neurone, il y a de l'apprentissage qui a lieu. Bien sûr, il y a de l'apprentissage sur les connexions de neurones, entre les synapses, la création de synapses, le renforcement de synapses. Après, on peut aussi voir dans le cortex, les neurones sont organisés en colonnes. Donc, le cortex, c'est une espèce de membrane de matière grise qui fait à peu près 5 mm d'épaisseur, qui est tout croquevillé dans le crâne. Et sur cette épaisseur de 5 mm, les neurones sont organisés en colonnes et on arrive à identifier des colonnes qui ont des rôles particuliers. À la limite, on peut se dire, si on voulait faire un système artificiel, on n'aurait peut-être pas forcément obligé de modéliser l'apprentissage de chaque neurone. Peut-être qu'on pourrait être à ce niveau-là, modéliser simplement la connexion des synapses, mais peut-être qu'on n'aurait même pas besoin de modéliser les connexions des synapses, peut-être qu'on pourrait simplement modéliser le comportement d'une colonne de neurones dans le cortex, puis c'est l'interaction entre les autres colonnes. Après, on sait aussi qu'il y a des zones plus grandes qui sont réparties comme des zones fonctionnelles du cerveau, pas de détail, mais on pourrait se dire aussi, finalement, ça ne servira à rien de modéliser chaque colonne de neurones, mais ce qui serait intéressant simplement, c'est de modéliser chaque région du cerveau, puis comment elles interagissent, puis peut-être ça suffirait pour faire une science artificielle, on va savoir. Puis bien même, on pourrait être à un niveau encore beaucoup plus général, avec juste quelques blocs fonctionnels, et peut-être que ça suffirait. En fait, tout ce que ça nous dit, c'est que peut-être qu'un jour, on arrivera à créer une conscience artificielle, mais on n'a absolument aucune idée de est-ce qu'on sera obligé de reproduire des mécanismes de bas niveau
pour que ça marche, ou est-ce qu'on arrivera à faire ça à un niveau intermédiaire, auquel cas ce serait effectivement beaucoup plus simple. Alors, ceux qui répondaient tout à l'heure non, ce ne sera pas possible, peut-être qu'ils pensent qu'il faudrait être capable de remodéliser chaque neurone, et comme on a 10 puissance 14 neurones, on n'y arrivera jamais. Puis ceux qui disent que c'est peut-être possible, ben, ils se disent que peut-être qu'il y a un moyen, à un niveau intermédiaire, peut-être en raisonnant sur des réseaux de neurones ou des réseaux des zones du cerveau plus intermédiaires, d'y arriver, parce que finalement, si on arrête, si on s'y prend bien, on arrivera à reproduire ça sans être obligé de rentrer dans les détails. Alors aussi, il y a à la fois beaucoup de plasticité et beaucoup de pré-câblage. Alors il y a un exemple, alors on s'intéresse beaucoup en ce moment à la notion de connectome du cerveau. Alors il y a cet animal qui s'appelle C. elegans, qu'on a découvert il y a quelques années, hein, c'est un animal qui ressemble à un petit ver de quelques millimètres. Chaque individu a toujours 302 neurones. C'est complètement déterminé génétiquement. En fait, l'ensemble de cellules complètes de l'animal, c'est 1000 et quelques. Chaque animal, chaque individu de cette espèce a le même nombre de cellules complètes, sont organisées exactement pareil, et le même nombre de neurones. Ces neurones sont interconnectés exactement pareil. Donc il y a des milliers de dizaines de milliers de synapses. Donc ça, c'est le connectome complet de cet animal, c'est-à-dire que les 302 neurones sont représentés là, et on sait exactement comment chaque neurone est connecté à chaque neurone. Mais en tout, on est totalement incapable d'expliquer son comportement. C'est-à-dire que... Donc, on sait que chaque animal est capable d'apprendre, hein. Donc c'est pas en créant des nouveaux neurones, même des nouvelles connexions, il apprend des choses, en faisant son expérience individuelle. Mais cet apprentissage, donc il y a une certaine plasticité. Malgré tout, cette plasticité, elle est basée sur quelque chose qui est complètement inné, c'est la connexion complète de son cerveau, qui est complètement inné. Pour l'humain, on est en train de faire aussi... on essaie aussi de faire un plan du cerveau, donc le connectome humain, si vous voulez voir, c'est une connexion de magnifiques photos comme ça, qui est connecté sur Human Connectome Project. C'est le projet qui consiste aussi à essayer de déterminer quelle zone du cerveau est reliée à quelle autre zone du cerveau. Et là aussi, il y a de la plasticité, mais il y a aussi énormément d'inné. Hein. C'est-à-dire qu'on arrive à le faire parce qu'en fait, c'est la même chose entre différents individus humains. Parce qu'en fait, c'est défini, une grande partie qui est définie par nos gènes. Donc en fait, ce que ça nous dit, c'est qu'on ne peut pas espérer mettre des neurones dans un sac, secouer, et puis tout va se mettre en place pour faire un système artificiel. Il va falloir y réfléchir sérieusement, ce ne sera pas si simple. Il y a énormément d'inné qui permet de sous-tendre la possibilité d'acquis. Mais là, c'est un cerveau développé. Oui. Là, si on part à partir de la cellule, on peut pas arriver à faire quelque chose de comme ça. À partir de l'ADN. C'est-à-dire, le problème, c'est que la façon dont il se développera est entièrement codée dès le départ. Voilà, mais ça, justement. Et on ne sait pas comment, quoi. Nous, code de programmation de la matrice. Ouais. Et donc, nous, si on voulait faire un système qui se développe tout seul, à partir de là, il faudrait déjà essayer de savoir comment on veut qu'il se développe. Et puis après, il faudrait essayer de réfléchir comment on va coder ça de façon à ce qu'il se développe comme ça. Ce que ça nous dit aussi, c'est qu'il y a une continuité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rupture entre le cerveau humain et le cerveau des autres animaux. Donc ça, c'est tout un ensemble de mammifères, ça s'appelle la musaraigne, au lièvre, le chien, le chimpanzé, l'humain, les baleines. Donc on n'est pas l'humain n'a pas le cerveau le plus gros, hein, je crois les éléphants ont un cerveau plus gros, et il y a des baleines qui ont des cerveaux de 9 kilos. Ce que ça nous dit, c'est qu'il n'y a pas de rupture qualitative, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un truc spécifique dans le cerveau humain qui nous permet d'avoir développé le langage ou de raisonner faire des raisonnements complexes. Qui serait fondamentalement différent du cerveau d'autres animaux. En fait, probablement, d'autres animaux sont capables de proto-langage, évidemment, d'actes de communication entre eux, qui sont pas fondamentalement différents du langage plus évolué.
humain, mais qui c'est juste une histoire de degrés et puis sans doute d'habilité à analyser ce langage. Donc il n'y a pas de rupture qualitative. Donc en fait, ça veut dire que il faudrait déjà qu'on arrive à faire le niveau d'intelligence d'un chien ou d'un chat, enfin on est à des lustres d'arriver à faire ça, avant de comprendre le niveau d'intelligence d'un humain. C'est-à-dire si on ne comprend même pas le niveau d'intelligence d'un chien, on ne sait pas trop l'intelligence. Donc il n'y a pas de différence fondamentale qualificative, mais il y a des différences graduelles. C'est-à-dire que le fait est que c'est pas qu'une question d'acquis, c'est-à-dire si vous élevez votre chien comme un enfant, il ne deviendra pas un humain. C'est-à-dire qu'il y a quand même, il y a quand même des mécanismes innés, et donc il y a quand même des différences dans la façon dont le cerveau se construit qui sont déterminées de manière possible. Et puis ce que ça nous dit aussi, c'est que fondamentalement, à quoi ça sert le cerveau? On peut dire que ça sert à organiser les comportements. Donc pour garantir la survie de l'individu. Organiser, donc, c'est pléonasme dans le temps et dans l'espace, c'est-à-dire évidemment, on est dans le temps et on est dans l'espace. Et notre cerveau va nous permettre d'organiser notre comportement dans le temps et dans l'espace. Mais disons qu'en insistant là-dessus, ça permet de dire que on peut déjà s'attaquer aux problèmes concrets d'organiser effectivement des comportements dans le temps et dans l'espace avant de s'attaquer au problème de naviguer dans des idées abstraites. Et probablement, alors il y a des théories qui nous disent probablement que la capacité à naviguer dans des idées abstraites finalement repose sur des mécanismes fondamentaux qui sont simplement la capacité à naviguer dans le temps et dans l'espace. Être capable de repérer la séquence d'interaction qu'il faut faire pour aller du point A au point B, et faire une simulation mentale pour aller au point A au point B. Et finalement, peut-être, c'est une hypothèse, que ça repose sur les mêmes mécanismes cérébraux que la capacité à aller d'un point A à un point B dans un raisonnement abstrait. Et qu'on peut commencer à s'attaquer au problème de faire un système qui arrive à organiser ses comportements dans le temps et dans l'espace, concrètement, avec l'idée que si on arrive vraiment bien à faire ça, à faire un système qui arrive vraiment à développer des comportements qui sont intelligents dans le temps et dans l'espace, ce système pourra servir de support pour une émergence d'une intelligence de tout. Alors en conclusion sur les neurosciences, donc comme je disais, renoncer à l'espoir que ça sera simple, alors ce sera probablement pas simple. Donc c'est une bonne nouvelle pour vous qui débutez, c'est qu'il y a des décennies encore de recherche là-dessus. Le problème ne sera pas résolu le temps que vous soyez diplômé. L'idée qu'on peut s'y prendre de multiples façons. On peut poursuivre l'idée qu'on ne va peut-être pas modéliser d'abord chaque neurone individuel pour s'attaquer à ce problème, on va peut-être quand même s'y attaquer à un niveau intermédiaire, avec l'idée que si ça ne répond pas aux questions qu'on se pose, on essaiera de descendre à un niveau plus bas, mais on ne va pas prendre le problème vraiment par le bas. L'idée, donc, le vivant peut être source d'inspiration, c'est-à-dire qu'en regardant la façon dont fonctionne le cerveau d'un animal, ça peut nous inspirer. J'en parlerai plus la semaine prochaine. Ça peut nous donner des idées sur quels algorithmes on va implémenter. Et puis, donc, comme je disais, l'importance de la capacité à simulation interne de comportement. C'est-à-dire qu'on va vouloir faire des systèmes qui vont... Donc, à partir du moment où on sait faire des systèmes qui apprennent des séquences d'interactions, comme je vous ai montré dans l'exemple 5, on va vouloir faire des systèmes qui sont capables de les simuler de manière interne avant de les exécuter pour essayer d'évaluer si ça va marcher, si ça va pas marcher. Et on pense que c'est la base de la réflexion. Même si ce n'est pas une réflexion abstraite, symbolique, conceptuelle, mais c'est une capacité à simuler des interactions. Donc, je pense que la réflexion on pose là-dessus. Donc on arrive à la conclusion de la présentation d'aujourd'hui. Donc j'abstrais encore les idées des idées, les trucs les plus fondamentaux qu'il faut retenir. Donc ce qu'on va chercher à faire, c'est un système qui apprend, c'est-à-dire qui découvre, qui organise, qui exploite les régularités d'interaction dans l'espace et dans le temps. Donc pour l'instant, dans les démos que je vous ai montrées, c'est uniquement dans le temps. Il y a des régularités dans les interactions possibles avec son environnement. On va faire un système qui va les découvrir par l'expérience, qui va les organiser hiérarchiquement dans sa mémoire et qui va les exploiter pour son propre compte.
On va faire ça sans encoder de connaissances ontologiques présupposées. Donc c'est ce que j'ai essayé d'expliquer avec la notion d'ontologie, c'est-à-dire sans coder dans le système une connaissance de l'environnement. On veut que l'agent construise sa propre connaissance de l'environnement par son interaction. Et en permettant une forme d'individualisation de chaque agent, donc d'autoprogrammation. Voilà. C'est ce qu'on essaye de faire, et donc toujours à un niveau extrêmement élevé. Voilà. Bon, ça c'est les exemples, je ne vais pas les refaire. Ça c'est le teaser pour la semaine prochaine. Donc il faut regarder ces deux bestioles là, qui pareil, qui explorent leur environnement. Au départ elles jouent ensemble. Alors elles découvrent qu'il y a des objets visibles, là elles les voient, par exemple les trèfles, elles voient qu'il y a des poissons. Elles découvrent que les poissons ils se mangent, donc au bout d'un moment elles deviennent intéressées à manger les poissons. Et alors ce que ça montre, c'est que ça permet au moins. Alors là ils aiment bien jouer ensemble aussi, ils aiment bien interagir tous les deux. Ce que ça montre, c'est qu'en mettant en place ces mécanismes d'autoprogrammation, on arrive à faire des systèmes qui ont. On a l'impression qu'ils ont leur propre motivation beaucoup mieux que si on les programmait soi-même, en fait, parce qu'on n'arriverait pas à faire quelque chose d'aussi naturel si on voulait les programmer. Est-ce qu'avec un système comme ça, on pourrait en venir, par exemple, si on imaginait que les poissons revenaient au fur et à mesure, on pourrait imaginer qu'on pourrait développer une certaine sorte de préservation, de se dire ah si je mange tous les poissons d'un coup, j'ai plus rien à manger donc je vais attendre. Ouais, on peut tout imaginer. Voilà, alors on va faire. Il nous reste pratiquement une heure, on va faire des travaux dirigés, donc ça va être donc c'est juste la première partie, on va juste commencer, je ne vous demande rien de me rendre ce soir. Je voudrais un seul truc à rendre, ce sera à la fin des 4 séances plus tard. C'est juste pour mettre en place les choses. Alors on va se retrouver dans un quart d'heure en salle TP6 et TP7. Et vous mettrez par groupe de 2. Alors avant qu'on y aille, je vais expliquer ce que je vais vous demander de faire. Alors on va faire la chose suivante. On va commencer très très simple. On va dire, on a un agent dans un environnement. Chaque cycle, il a un bit de choix. Il peut dire, je veux faire l'expérience 1 ou je veux faire l'expérience 2. Il y a un retour de cette expérience qui est un seul bit aussi. On reçoit le résultat, R1 ou R2. On ne sait pas ce que ça veut dire, peu importe. Bon, mettons qu'on représente comme ça. Donc ça, je peux soit appuyer sur ce bouton-là, soit celui-là, puis j'ai ce retour-là. Donc en fait, j'ai 4 interactions possibles. Donc je fais 1, je reçois R1, je fais 1, je reçois R2, je fais 1, je fais 2, je reçois R1, je fais 2, je reçois R2. Donc ça, c'est l'espace, c'est le domaine interactionnel, c'est ce qui définit la capacité d'interaction de votre agent avec votre environnement. On va faire 2 environnements, les plus simples possibles au départ. On va d'abord faire l'environnement 1. Quand l'agent dit je veux faire 1, il renvoie toujours le résultat. Quand l'agent dit je veux faire 2, il renvoie toujours le résultat 2. On ne peut pas faire tout ça. Alors, en l'occurrence, là, les interactions I1, 2 et I2, 1 n'existent pas, puisqu'il dit je veux faire ça, il reçoit ça, il dit je veux faire ça, il reçoit ça. C'est un environnement possible. Et on va faire l'environnement E2. Donc on va faire un agent, on le mettra dans E1, puis dans 20, puis on verra ce qui se passe, puis on le mettra dans E2, on verra ce qui se passe. L'environnement 2, c'est l'agent dit je veux faire E1, je reçois R2. Je veux faire E2, je reçois R2. Donc là, c'est l'interaction I1 et I2 qui n'existent pas. Et puis on va faire différents systèmes motivationnels. On va faire un premier système motivationnel où on va dire, c'est les interactions... ouais, c'est... Bon, on peut en faire plusieurs d'ailleurs, je ne sais pas si c'est plus intéressant. Les interactions I1 et I1, 2, elles ont pour valeur 1, puis toutes les autres, elles ont pour valeur moins 1. Donc on va voir faire un agent qui va exécuter... Donc vous vouloir faire un agent évidemment qui va choisir, et ça c'est un dépendant de ce qu'on tourne dans bon, en tout cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un agent où on pourra définir des valeurs pour les interactions. Donc il y aura des interactions positives et des interactions négatives, on jouera avec différentes valeurs. Ce qu'on va vouloir faire, c'est un agent qui
ne connaît pas l'environnement dans lequel il va être mis, qui ne connaît pas au départ quelles sont les interactions positives ou les interactions négatives, donc il va apprendre à chaque fois, en fonction de l'environnement où il est, à réaliser les interactions positives, à éviter les interactions négatives, dans des environnements aussi simples que cela. Donc il n'y aura pas besoin d'apprendre grand-chose, mais il y aura quand même besoin d'apprendre un petit quelque chose. Donc ce qu'on va faire, c'est implémenter un agent qui apprenne à effectuer les interactions positives, quelles qu'elles soient. Moi je mets une valeur positive pour certaines interactions, une valeur négative pour d'autres, votre agent. Il apprenne à réaliser les interactions positives, quel que soit l'environnement où on met, en 1 ou en 2. Question. Oui. Est-ce qu'il va connaître quand même les interactions, les différentes interactions? Alors je vais répondre à cette question tout de suite. Dans le dernier point là, comment on va voir qu'il apprend? Eh ben, on va afficher, on va analyser ses comportements. C'est-à-dire on veut voir dans ses comportements qu'au début il expérimente. Et en fonction de ses expérimentations, il va après apprendre qu'est-ce qu'il doit faire. Donc la question de l'analyse des comportements est absolument cruciale. C'est-à-dire, il va falloir, c'est-à-dire, je ne vous demande pas seulement de coder ces agents, je vous demande aussi de produire un rapport. Je vais expliquer un peu plus, qui va montrer comment l'agent expérimente dans son environnement et finalement s'avère. Mais ça va être très simple, parce qu'il va très vite comprendre dans lequel des deux environnements il est. Mais ça va être c'est le premier exercice. Après, on va voir, on va faire des agents dans des environnements un peu plus élaborés, comment ils vont apprendre. Alors, ce qu'on ne veut pas faire, c'est coder des connaissances a priori sur l'environnement. Donc, ce qu'on ne veut pas faire, c'est ça. C'est dire mon agent, j'implémente une méthode de mon agent qui s'appelle Choose Experience. Donc, il choisira l'expérience qu'il veut faire, et puis qui serait du genre, ben, si l'environnement c'est l'environnement 1, et que ma motivation c'est ma motivation 1, alors faire E1, parce que je sais qu'elle est positive. Ou si c'est l'environnement 2 et la motivation 2, alors aussi faire E2, parce que ça marche. Sinon, faire E2. Pourquoi on ne veut pas faire ça? Parce que on veut pas. Parce qu'en fait, si on fait ça, ça veut dire qu'on code, nous, dans l'agent, notre connaissance de l'environnement. On sait que s'il est dans tel environnement, il faut qu'il fasse ça. Nous, ce qu'on veut, c'est un agent qui va expérimenter lui-même son environnement. On ne veut pas coder dans l'agent notre connaissance de l'environnement. Donc, ce qu'on va faire, c'est comme ça. Voilà, je vous donne vraiment la structure du programme. Je vais juste vous demander de le coder sur la base de cette structure. Donc on va avoir une routine main que vous allez exécuter, qui va exécuter à la fois l'agent et l'environnement. Donc cette routine main, elle va instancier un agent. L'agent égale new agent. Elle va instancier un environnement. Donc on pourra, juste en mettant des commentaires, on pourra dire, ben là, dans cette expérience-là, j'instancie l'environnement 1 ou j'instancie l'environnement 2 en changeant. Je ne demande pas d'interface compliquée pour choisir l'environnement 1 ou l'environnement 2. On va définir les expériences que peut faire l'agent. Donc on va avoir une expérience, on va instancier une expérience 1, instancier une expérience 2. On va instancier les résultats possibles. Et donc on va instancier les interactions, c'est-à-dire qu'une interaction, ça va être une expérience, un résultat et une valeur. Donc en fait, on va faire des essais en mettant une valeur positive pour certaines interactions, puis négative pour d'autres, puis on va voir ce qui se passe. Puis, donc ça, pareil, je ne vous demande pas d'interface compliquée pour choisir, modifier les valeurs. On mettra juste des commentaires pour mettre différentes valeurs et voir que l'agent il s'adapte en fonction des différentes valeurs qu'on met. Et puis on va mettre une boucle infinie où à chaque cycle, l'agent va dire ben, je choisis une expérience que je choisis, donc soit E1, soit E2, c'est les deux qui sont à ma disposition, qui dépendent du résultat que j'ai eu le coup d'avant. Mais bon, au début, il n'y a rien, il faut remettre n'importe quoi au départ. Donc l'agent dit je choisis cette expérience, et l'environnement dit je renvoie ce retour. D'accord? Et après, on affiche à la console l'expérience qui a été choisie par l'agent, le retour qu'il a eu et la valeur. Et donc, les résultats de ça, ça va être ce qui s'affiche à la console. On verra la séquence des interactions qui ont été faites. On verra qu'au début, mettons, il aura pioché une interaction hasard, et puis ils seront une valeur négative, donc il va changer, et il va prendre une autre valeur. Donc pour ça, il va falloir donc une classe agent qui est capable de renvoyer l'expérience qu'il veut faire, en fonction du résultat précédent qu'il a eu. Alors il faudra qu'il mémorise sur les résultats qu'il a eu.
Il va falloir donc, on va avoir une classe environnement qui est avec deux sous-classes en 1 et en 2, donc on dira l'environnement c'est soit en 1 soit en 2, avec une méthode live-result. Donc si on dit l'agent veut faire l'expérience E, l'environnement il renverra le résultat qui est, comme je l'ai dit de manière extrêmement simple, hein, c'est l'environnement 1, si c'est 1 il renverra toujours 1, si c'est 2 il renverra 2, puis l'environnement sera l'inverse. On aura une classe expérience, une classe résultat et une classe interaction. Donc on pourra définir des interactions qui sont l'expérience, le résultat et la valeur. Donc on pourra lire, l'agent pourra lire la valeur qu'on aura donnée à une interaction pour faire ces